Bonjour, je m'appelle Élodie Rabé et vous écoutez Hors Texte, le podcast d'actualité de La Voix du Nord. Depuis plusieurs années, la Manche est devenue l'une des routes migratoires les plus dangereuses d'Europe. Des milliers de personnes tentent de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune. Malgré les contrôles, malgré les accords entre la France et le Royaume-Uni, et malgré les risques, les départs continuent. Et avec eux, les drames. Naufrages, disparitions, corps retrouvés en mer. Le week-end du 1er mai encore, 2 jeunes femmes ont perdu la vie au large d'Ardelot, dans le Pas-de-Calais. Elles ne sont pas mortes noyées, elles ont été retrouvées à l'intérieur du bateau, vraisemblablement étouffées, compressées dans une embarcation surchargée. Sur place, toute la nuit, des dizaines de secouristes ont été mobilisés, pompiers, gendarmes, bénévoles, ils ont pris en charge des dizaines de rescapés. Mais ils n'ont pas pu sauver tout le monde. Après notre précédent épisode sur cette Manche devenue un cimetière d'exilés, on va s'intéresser aujourd'hui à ceux qui tentent de les secourir et qui doivent faire face à une mission impossible. Comment fait-on quand on est secouriste pour faire face à des situations comme celle-ci ? Comment ne pas flancher, ne pas s'épuiser ? Et qu'est-ce que ça dit aussi d'une crise qui semble impossible à enrayer ? On en parle avec Aude Derat, rédactrice à Boulogne-sur-Mer, et Aïcha Noui, journaliste au service régional de la rédaction. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Élodie. Alors pour commencer, je m'adresse à toi, Aude. Je précise qu'on se parle par téléphone, car tu es donc à Boulogne-sur-Mer, et tu étais présente dans la nuit du 2 mai à Ardelot quand il y a eu ce drame. Quand tu arrives sur place, il est quelle heure et surtout, qu'est-ce que tu vois ? Alors, quand j'arrive sur place, il est presque 4 heures. Et en fait, ce que je vois, c'est surtout beaucoup de gyrophares. J'ai rarement vu, en fait, autant de secours déployés sur une intervention. Il y avait vraiment beaucoup de camions de pompiers, beaucoup de gendarmes. D'après la préfecture, d'ailleurs, ils étaient 46 les pompiers et de mémoire, je crois que c'est 16 gendarmes qui étaient présents sur place. Donc, je comprends tout de suite qu'il se passe quelque chose de grave, que c'est pas juste un sauvetage, comme d'habitude, en fait, qu'il y a sûrement des blessés graves. Et en l'occurrence, du coup, on est sur 2 décès plus plusieurs blessés graves. Et quand tu vois les secours, l'ampleur du dispositif, j'imagine que tu comprends tout de suite que c'est lié à la crise migratoire et à une tentative de traversée ? Je le sais en y allant que c'est pour ça. Enfin, dès le début, je sais que c'est pour une tentative de traversée. Et ce que je découvre, en fait, c'est surtout le nombre de personnes qui m'étonne. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'exilés qui étaient présents. On voyait leur couverture de survie qui brillait dans la nuit parce que clairement, c'était nuit noire. Il n'y avait pas une lumière sur la digue. Les seules lumières qu'on voyait, c'était celles des gyrophares. Et au fur et à mesure, je vois tous les exilés assis le long des bâtiments en attente d'être vus par les pompiers. Je comprends qu'ils sont bien plus que 50. Les exilés, ils sont là depuis un certain temps déjà, depuis 1h30 du coup, visiblement. Moi, il est déjà presque 4 heures quand j'arrive. Il pleut, il n'arrête pas de pleuvoir. Ils sont déjà mouillés. Je vois des chaussures au sol, je vois que certains sont pieds nus. Les pompiers commencent à leur mettre, au fur et à mesure qu'ils les voient, des espèces de pancartes, en fait, avec des cordelettes autour du cou, où ils font un bilan, en fait, un par un de leur état de santé, tout simplement. Ils essayent de savoir où sont les urgences, surtout, de faire le tri entre les différentes personnes, celles qui sont plus blessées que les autres, celles qui ont besoin de soins plus urgemment que les autres, en fait, tout simplement. Et on sent qu'il y a une certaine impatience de certains exilés. On sent aussi que les pompiers commencent à s'inquiéter, en fait, du risque d'hypothermie de beaucoup de personnes. Clairement, la plupart ne parlent pas français sur place. Les sapeurs-pompiers, du coup, essayent de se faire comprendre en anglais et de leur faire comprendre aussi que ça va prendre encore un petit peu de temps parce qu'ils doivent vraiment voir tout le monde, quoi. Est-ce qu'on t'explique ce qu'il s'est passé avant ce sauvetage d'urgence ? Au début, on m'explique qu'il y a deux embarcations. C'est pas très clair, en fait. Une première embarcation qui aurait donné lieu à une autre opération de sauvetage avec 17 personnes à bord. Et une deuxième où il y avait 65 personnes à bord. C'est plus tard dans la journée que je comprends qu'en fait, il n'y avait qu'une seule embarcation où il y avait 82 personnes dessus, du coup. Et une partie a effectivement été secourue en mer. Et l'autre partie, du coup, les 65 autres personnes, en fait, se sont échouées sur la plage d'Ardelot. Parce qu'en fait, il y a eu une espèce d'avarie moteur. Le bateau, en fait, n'avançait plus. Les exilés présents sur place me parlaient de fuite d'huile, de carburant au niveau du moteur. Il semblerait qu'en fait, le carburant se soit déversé dans le bateau, ce qui a brûlé beaucoup de personnes. Et sûrement ce qui a entraîné un mouvement de panique. Et ce qui explique aussi sans doute que 2 personnes sont décédées étouffées, en fait, dans le bateau. On écoute le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, Christophe Marx, que tu as pu interroger quelques heures après le drame d'Ardelot. Ça porte à 6 le nombre de décès depuis le début de l'année sur le Pas-de-Calais. Donc 4 qui est déjà bon, plus les 2, ça fait 6. L'an dernier, à la même époque, on en avait 9.
Et l'année d'avant, 2024, il y en avait 11 à la même époque. Donc vous voyez que les efforts qui sont déployés par l'ensemble des forces de sécurité portent leurs fruits, mais malheureusement, ça fait quand même encore des morts. Et nous, on fait tout pour essayer d'éviter qu'ils partent et qu'ils risquent leur vie, comme ça a encore été le cas aujourd'hui. Il y a cette phrase très forte dans ton reportage, tu l'as même utilisée en titre. C'est un exilé qui interroge sur quand va-t-on nous mettre à l'abri. Ça dit beaucoup de choses, je trouve, à la fois de la nuit, mais aussi de la situation en général. Oui, mais alors en plus cet exilé, il est d'abord venu me voir moi en fait, on discutait parce qu'il demandait qui j'étais et du coup il me demandait de l'aide. C'était un peu l'interrogation générale, c'était un peu le porte-parole d'un petit groupe qui essayait de savoir ce qu'ils allaient devenir. Ils étaient assis contre un immeuble au sol. En train d'attendre. Ça faisait déjà 2 heures et demie qu'ils attendaient. On se sent impuissant parce que nous, on n'a aucune de ces réponses. On ne sait pas à ce moment-là combien de temps ça va prendre. On ne sait pas comment ça va se passer, quelle sera la suite pour lui non plus. On ne sait pas par qui il sera emmené, si c'est par les pompiers, si c'est par la police. C'est un peu délicat de lui répondre parce qu'en plus, on sait très bien qu'une grande partie vont être auditionnés forcément par la police aux frontières. On sait aussi que certains, on les entend, sont blessés. On entendait aussi quelques râles de douleur pour certains parce que ils étaient brûlés et assez forts. On sait que ça va pas être simple, qu'ils vont sans doute être séparés de leurs proches. On peut pas leur dire, là, à ce moment-là, on sait pas ce qui va arriver à chacune des personnes, donc leur répondre, ce serait compliqué, quoi. C'est l'impuissance, c'est vraiment le mot qui me semble le plus adapté, quoi. Comment on gère ce genre de situation ? C'est une situation à laquelle, malheureusement, on commence à s'habituer sur le littoral parce qu'on le couvre régulièrement. Après, il faut réussir à ne pas s'y habituer pour réussir encore à s'en émouvoir et à montrer que c'est pas normal, en fait, ce qui se passe. Quand on couvre un événement comme celui-là, quand en plus il y a des décès, on y repense beaucoup dans la journée, ça reste. Il y a aussi une espèce d'adrénaline qui se crée au moment de la couverture d'un tel événement. On sait qu'il faut écrire vite, qu'il faut avoir vite les bonnes informations pour les publier. On sait aussi qu'on doit faire des photos, c'est pas toujours simple dans des situations aussi critiques. Ça invite à s'interroger beaucoup sur la manière dont on fait notre métier dans la foulée, tout en étant touché par la situation elle-même des gens à qui on parle, parce que ça reste des familles, ça reste des gens qui sont touchés, qui ont perdu peut-être quelqu'un ce jour-là. Voilà, quand on leur parle un petit peu aussi, on est touché par la situation, on se dit qu'on a finalement beaucoup de chance de nous rentrer chez nous sereinement dans notre famille, dans notre maison. Alors que eux, clairement, c'est pas le cas. On sait qu'ils rentrent pas chez eux et en plus, qu'ils ont déjà vécu des choses sûrement atroces et qu'ils vont encore en vivre. On l'entend dans ton témoignage, les secours sont très organisés et interviennent de façon méthodique sur ce genre de sauvetage. Ils utilisent aussi le système D quand il le faut, comme ce soir-là à Ardelot où il a fallu frapper aux portes des riverains pour trouver un abri pour les exilés. Mais de manière générale, comment gèrent-ils ces sauvetages à répétition et cette impression que ça ne s'arrêtera jamais ? Est-ce qu'on s'habitue à ça ? Non, je pense pas qu'ils s'y habituent. Après, ils vont pas nous le dire comme ça de vive voix au micro si on leur tend le micro. En off, nous, ce qu'on entend sur place, c'est que c'est assez lourd, qu'ils sont touchés par ces situations, qu'ils sont aussi épuisés en fait. Parce qu'en fait, quand la météo est clémente, c'est pas une opération. Ça peut être beaucoup plus. Comme dimanche, là, il y avait effectivement dimanche à 1h30, ils sont appelés à Neuchâtel-Ardelot pour 2 décès et pour 65 personnes qui ont été brûlées, pour la plupart. Mais en parallèle, il y a aussi une intervention à 800. Un peu plus tard, vers 5-6 heures, ils sont appelés à Wimereux. À 9 heures, ils sont à nouveau appelés à Ardelot. Et en fait, ça a enchaîné comme ça toute la journée. Au total, je pense qu'il y avait eu une dizaine d'interventions des sapeurs-pompiers, rien que sur le Boulonnais. Je parle pas du Calaisis, je parle pas du Dunkerquois ni du Montreuillois. Donc c'est des grosses journées, c'est très lourd, c'est fatigant. C'est pas des interventions simples non plus, psychologiquement. Personne s'y habitue, même si forcément il y a une espèce d'organisation rodée qui fait qu'ils ont des réflexes quand ils arrivent sur ces interventions. Derrière, il y a quand même toujours un sentiment d'impuissance par rapport à ça. Je me souviens qu'à l'époque, en 2024, on avait interrogé justement le commandant de la caserne de Boulogne, Jonathan Caruso, sur la question. Et lui nous confiait simplement que voir tous ces morts, c'était pas commun en fait pour les sapeurs-pompiers. Voilà, ça reste quand même de l'inhabituel et c'est sans doute très très dur. Est-ce qu'ils sont soutenus justement psychologiquement ? Est-ce qu'ils ont une cellule de soutien psychologique pour faire face à tous ces morts qui s'accumulent ? Alors, je ne sais pas s'ils ont une cellule à chaque fois. Je sais qu'il y a eu des formations pour ça, justement, pour mieux gérer ces risques psychosociaux. Ces traumatismes, en fait, parce qu'on peut parler de traumatisme. Et alors, au-delà des pompiers ou des secouristes professionnels, il y a aussi les bénévoles, et notamment les sauveteurs en mer de la SNSM.
pas prêts à affronter tout ça, encore moins sur la durée. Aïcha, toi, tu en as rencontré et interrogé. Comment leur situation et leurs interventions, surtout, ont évolué avec le temps ? J'ai envie de commencer à répondre à cette question par une phrase qui a été prononcée par un sauveteur calaisien, Régis Oli, 70 ans. Il est sauveteur en mer à la SNSM de Calais depuis une vingtaine d'années. Et en fait, il nous expliquait, ses premiers mots, c'était il y a 20 ans, je n'aurais jamais imaginé vivre ça. Ça montre bien à quel point le phénomène des small boats, de ces embarcations de fortune qui prennent la mer dans des conditions inimaginables pour rejoindre le Royaume-Uni, à quel point ce phénomène a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, ces sauveteurs en mer sont confrontés, on peut le dire, à du sauvetage de masse, pour lequel ils ne sont ni formés, ni préparés en tant qu'êtres humains, en fait, à ce type de détresse humaine. Et en fait, cette détresse humaine à laquelle ils sont confrontés, elle est quasi quotidienne et elle est d'ampleur. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que le phénomène des small boats, il n'a eu de cesse de progresser jusqu'à aujourd'hui, avec une explosion du phénomène en 2021 et 2022. Et aujourd'hui, donc, avec la multiplication en fait des moyens déployés par l'État en mer, donc avec des navires hauturiers qui sont soit affrétés par l'État ou ceux de la Marine nationale, en fait, les sauveteurs en mer sont moins appelés qu'à une certaine période, en tous les cas, qu'au début du phénomène. C'est eux-mêmes qui le disent, ont moins d'interventions liées donc au sauvetage de personnes exilées, tentant de rejoindre l'Angleterre, mais ils sont toujours appelés, en fait, et l'impact que ça peut avoir sur eux, l'impact psychologique est toujours très marqué encore aujourd'hui. On écoute justement Régis Oli qui nous raconte le quotidien des sauveteurs en mer. Pour nous, 2021, c'est le pire. Hein, quand vous arrivez sur une zone où on a signalé des corps, sans savoir combien, et que d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'il y en a 27 qui flottent, certains avec des gilets de sauvetage qui sont visibles au-dessus du niveau de la mer, et d'autres qui sont entre deux eaux, et le pilote du bateau doit faire très attention. Éviter de passer sur les corps, bien sûr. Ça, et après, le surnombre, pour nous, mentalement, il faut aussi savoir l'encaisser. Remonter les corps, le premier, ça va, je vais dire à peu près, mais quand vous commencez à arriver au 6e, 7e, donc vous imaginez remonter des corps à la main. On pense beaucoup à ces personnes. On fait quelques milliers de kilomètres pour arriver ici. Il leur reste 15 kilomètres à faire pour être dans les eaux anglaises. Donc, on est en même temps, je vais dire, stressé pour eux. Et c'est vrai qu'il y a des scènes marquantes. Alors évidemment, il y a d'abord ces corps repêchés, tout ce que ça peut induire en termes psychologiques, c'est-à-dire repêcher le corps, faire attention à ne pas l'abîmer, parce que là-dessus, ils expliquaient que ça avait un vrai respect des personnes. Et donc, il fallait faire attention. Ils nous parlaient de cette femme enceinte qui faisait attention à bien sortir sur le dos pour éviter de lui abîmer le ventre. C'est des images quand même qui sont très dures. Ces personnes mortes, il faut aussi les garder sur le bateau. Il y a aussi ces enfants en panique, apeurés, qui crient. Il faut gérer aussi ces hurlements. Il faut gérer cette panique. Et les sauveteurs que nous avons rencontrés à Calais, à Berck, ils nous expliquent bien en fait que l'impact psychologique il est énorme et c'est quelque chose de très présent chez les sauveteurs en mer, notamment les plus jeunes qui parfois viennent et découvrent en fait ce type de sauvetage. Les sauveteurs, au retour d'une intervention marquante, ils débriefent. Ils nous expliquaient, on fait de la psychologie en interne pour essayer de détecter les moindres signes de fragilité et il y a une vigilance permanente autour de ça. Et si un équipier n'est pas bien, ils vont activer la cellule psychologique. Ça s'appelle le CRAPEM. Donc c'est le centre de ressources d'aide psychologique en mer et aux marins. Ce CRAPEM, en fait, il est basé à Saint-Nazaire. Les sauveteurs peuvent justement y avoir accès via une ligne dédiée. Ça, c'est s'ils ont un peu plus de temps, si la détresse, elle n'intervient pas en urgence, quoi. Donc, par contre, si effectivement ils estiment qu'il y a une urgence à ce moment-là, les sauveteurs en souffrance, ils peuvent se tourner vers l'urgence médico-psychologique du SAMU, donc dans les centres hospitaliers aux alentours, vers qui ils vont se tourner. Être bénévole dans ces conditions-là, j'imagine que c'est pas quelque chose de simple. C'est des conditions qui sont extrêmement dures. Ils passent du remorquage d'un bateau à ce sauvetage de masse des embarcations d'exilés. Et effectivement, c'est pas forcément évident déjà de recruter des bénévoles aujourd'hui parce que ça implique beaucoup de choses en termes de disponibilité. Sauf qu'aujourd'hui, il y a en plus cette crise qui s'est greffée en fait à cette crise du bénévolat, si je peux dire. Et à la SNSM, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est bien si les gens veulent s'engager. Mais ce qu'ils veulent, c'est vraiment un engagement solide. C'est-à-dire des gens qui sont prêts effectivement à quitter leur travail, à quitter leur foyer, parfois en pleine nuit, pour aller, sans se poser de questions, embarquer à bord du bateau et partir en mer pour sauver des vies.
Comment ils arrivent à tenir dans ces conditions ? Est-ce qu'il y en a qui arrêtent par fatigue ? Alors, il y en a qui arrêtent. Alors, on n'a pas de chiffres, justement, sur le nombre de bénévoles qui auraient pu arrêter à cause de ces missions-là. Il reste, en tous les cas, rare, d'après les témoignages qu'on a eu dans les stations locales. En revanche, des gens éprouvés par ces situations, il y en a énormément. Mais la discussion entre collègues fait que, finalement, ces gens, en fait, sont déterminés à y retourner, en fait. Parce qu'ils sont face, justement, à cette détresse. C'est aussi le sens qu'ils donnent à leur mission, c'est de sauver des vies. Donc, coûte que coûte, ils vont retourner en mer. Il y a parfois des gens, alors on nous expliquait que des gens qui peuvent se mettre en retrait un temps, le temps de prendre un peu de recul, d'analyser la situation, peut-être de se soigner aussi, avant de revenir peut-être dans une meilleure forme. Mais effectivement, il reste encore rare ces cas où des gens arrêtent. Tous ces secouristes sont des acteurs de première ligne face à la crise migratoire. Qu'est-ce qu'ils disent de la situation politique ? Qu'est-ce qui, selon eux, pourrait enrayer le phénomène aujourd'hui ? Toutes ces personnes à qui on parle nous expliquent qu'effectivement, ils ne comprennent pas comment on a pu en arriver là, comment la situation a pu dégénérer à ce point et combien de temps surtout tout cela va encore durer. Aujourd'hui, beaucoup font le constat que cette politique à la frontière franco-britannique ne fonctionne pas. Des fonctionnaires, des policiers nous le disent en fait. Donc c'est bien le signal que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, il y a une commission d'enquête qui est toujours en cours sur justement la politique à cette frontière, les politiques publiques qui ont été mises en place depuis au moins 2 décennies et qui montrent en tous les cas en l'état actuel des choses et par rapport aux différents témoignages, aux différentes auditions qui ont pu se dérouler, que quelque chose ne fonctionne pas, qu'il y a un vrai dysfonctionnement. On verra les conclusions qui seront rendues à l'issue de cette commission, mais en tous les cas, les politiques publiques qui sont mises en place à l'heure actuelle semblent, je dis bien semblent, défaillantes. Oui, on entend régulièrement une remise en cause des accords du Touquet. Accord du Touquet signé en 2003 au moment de la fermeture du camp de Sangatte et qui vise notamment à contrôler la frontière franco-britannique depuis les côtes françaises contre compensation financière de la part des Anglais. Est-ce que les acteurs du sauvetage les remettent aussi en cause ? Ils le remettent aussi en cause, comme beaucoup d'officiels. En fait, on se rend compte quand même que les exilés sont obligés de remettre, entre guillemets, leur destin à ces réseaux de passeurs, qui les font passer à prix d'or. Et donc, on a l'impression quand même que ça ouvre une voie royale, en tous les cas, à ce trafic d'êtres humains. Et donc, oui, cette frontière, en tous les cas, telle qu'elle est pensée et telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, pose un vrai problème, en tous les cas, pour l'ensemble des personnes qui interviennent. Et ces drames ne touchent pas que les secours. Toi, Aïcha, tu as aussi rencontré des habitants du secteur qui sont forcément fatigués de voir toutes ces scènes dramatiques se jouer à 2 pas de chez eux. Est-ce que eux aussi sont confrontés à quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à voir et comment ils réagissent face à tout ça ? Alors, il y a une vraie résilience et une vraie compréhension de la part des habitants. À 2 reprises, j'ai sillonné la côte pour aller à la rencontre des habitants tout à fait au hasard. Et donc, à aucun moment, ces habitants ne pointaient du doigt les migrants. Ça, c'est ce qu'on a constaté. Et on a constaté aussi qu'il y avait une vraie compréhension sur le sort de ces personnes qui parfois ont des enfants sous le bras, qui vivent dans des conditions terribles dans les camps qui sont gérés par les réseaux de passeurs et qui les voient passer parfois sous leurs fenêtres, ces migrants, pour aller prendre la mer dans les conditions qu'on connaît. Et donc il y a une vraie compréhension et il faut savoir que ces habitants de la Côte d'Opale, pour certains, en tous les cas notamment le Calaisis, vivent depuis plus de 2 décennies avec ces exilés et donc c'est ce qui fait qu'il y a quand même une proximité et une compréhension de ce qu'ils vivent. Il n'y a jamais eu de problème. On a rencontré par exemple un habitant de Sangatte qui a connu le centre d'accueil de la Croix-Rouge jusqu'en 2002 et il nous expliquait, nous on n'a jamais été embêtés par ces migrants. En fait, ils sont là, ils veulent juste rejoindre le Royaume-Uni. Qu'est-ce que nous on ferait à leur place si on était dans cette situation où il fallait fuir un pays en guerre, s'il fallait fuir une situation économique désastreuse, si on voulait tout simplement une meilleure vie pour nos enfants. Est-ce nous aussi on se préparerait pas à parcourir des milliers de kilomètres pour trouver une vie meilleure, tout simplement. Et donc, il y a vraiment cette compréhension de ces habitants. Et en même temps, on note quand même qu'il y a une lassitude sur tout ce que cette crise peut générer en termes de nuisances, notamment sur des nuisances qui sont parfois sonores avec les survols des avions de Frontex, donc l'agence européenne des gardes frontières. Les nuisances qui peuvent générer par les camps aussi de migrants qui sont gérés par des camps de passeurs, avec des détritus, avec des feux de camp qui arrivent jusque dans les maisons, avec des passages d'exilés dans les jardins. Voilà, donc tout ça, ça provoque aussi de l'agacement chez les riverains et c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte aujourd'hui.
Oui, il y a peut-être une fatigue morale aussi de voir que la situation ne change pas malgré les années qui passent. Oui, parce qu'en fait, les gens se disent aujourd'hui, 2 décennies après, on en est toujours là, en fait. Et en fait, comment c'est possible qu'on en soit toujours au même point ? Ça s'est même aggravé, en fait, au cours des dernières années. Donc, rien n'est réglé et on se rend compte qu'en fait, les dispositifs en place n'ont rien réglé, n'ont fait que déplacer le problème. C'est ce que nous disait Alain Bonneface, qui est l'adjoint à la sécurité à la ville de Gravelines, qui nous disait on ne fait que déplacer le tas de sable. Un grand merci à vous deux pour vos explications sur ce phénomène difficile. Vous pouvez évidemment suivre la situation, nos reportages et analyses sur notre site internet. Et d'ici là, écoutez nos anciens épisodes sur le sujet sur votre plateforme d'écoute préférée. Hors texte, c'est le podcast d'actualité de La Voix du Nord à retrouver tous les jeudis.